Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui je suis en colère, je suis agressif, comme les oiseaux que nous allons étudier dans cet épisode. Mais non, je plaisante, je ne suis qu'amour, je ne suis que bonté. Comment ça va, Sophie? Oh mon Dieu, est-ce qu'on va avoir une crise de colère aujourd'hui? Je ne sais pas, ça dépendra du sujet, des sujets que nous allons évoquer. Ah bah oui. Bah, comment ça va toi? Eh ben écoute, ça va très très bien, et donc toi, tu es énervé aujourd'hui. Oh bah, je vais essayer de pas trop l'être, hein, parce que quand même, bon, ce serait dommage. Mais il y a des oiseaux qui le sont, et on va en parler, effectivement. C'est toujours intéressant. Et donc toi, tu nous parles de collision avec des avions. Ah bah, il y a de C'est quoi un être énervé. sujet assez... on va voir que pourquoi ces collisions ont lieu. On va faire un petit état des lieux de ces collisions. Et puis on va essayer de comprendre un petit peu comment les scientifiques expliquent pourquoi il y a des collisions à certaines périodes de l'année et pourquoi il y en a moins à d'autres. Voilà. Ah bah ouais. Ça va être intéressant. Très intéressant. C'est toujours très à évoquer tout ça. Voilà. Mais en attendant, avant de parler de nos deux sujets de prédilection, comme d'habitude, la rétro-piou-piou, est-ce que Sophie, tu veux commencer par nous parler de tes petites trouvailles? Allez, je vais commencer par un article qui était sur Ornithomédia. Alors il n'est pas sorti très récemment, mais j'avais envie, par ces fortes chaleurs, de vous le ressortir. C'est un article sur pourquoi les oiseaux prennent-ils des bains de soleil même quand il fait très chaud. Alors, est-ce que toi, t'as une idée de pourquoi est-ce qu'un oiseau aurait tendance à aller s'allonger en plein soleil, comme ça, quand il fait une chaleur torride? Oh, question de nettoyage de plumage, il y a aussi le formicage, je sais pas si ça rentre en ligne de compte. Alors oui, mais oui, c'est effectivement le cas. Alors tu as raison. Le nettoyage du plumage, c'est une partie de la réponse en tout cas, donc c'est une des raisons pour lesquelles ces oiseaux font ça, mais en fait il semblerait que certains oiseaux se mettent aussi en plein soleil et ils étendent les ailes, parce que c'est une position assez caractéristique, comme ça étendue sur le sol avec les ailes bien ouvertes, et ils ouvrent aussi le bec dans ces cas-là, et en fait ce serait plus pour essayer de faire descendre leur température, même s'ils sont en plein soleil, qu'ils ouvrent les ailes comme ça et qu'ils ouvrent le bec. Et c'est assez marrant parce que c'est un peu... on n'y penserait pas comme ça de premier abord, on se dirait mets-toi à l'ombre quand même, hein. Mais il semblerait que non. Certains oiseaux se mettent aussi au soleil avec les ailes ouvertes et le bec ouvert pour arriver à faire descendre leur température corporelle. C'est très contradictoire. C'est très contradictoire. Parce que moi j'avais eu l'occasion au mois de mai d'aller au Jardin des Plantes de Paris et on observait les corneilles avec Marilyn, que je salue si elle écoute cet épisode. Et on avait justement une corneille qui s'était mis dans cette position, qui avait le bec ouvert, mais surtout qui avait la tête tournée à 45 degrés. C'était très très particulier à voir. Ouais. Et comme ce sont des oiseaux qui sont justement de couleur très sombre, ça me viendrait pas à l'esprit justement de me mettre au soleil pour faire baisser ma température corporelle. Ah mais je suis d'accord. En tout cas, c'est ce que certaines publications suggèrent. Et on a aussi une stimulation de la production de vitamine D qui est essentielle pour notamment le squelette, mais aussi pour la production de graisse dans la glande uropygienne, que tu connais bien parce qu'elle permet notamment chez les oiseaux de graisser le plumage et donc d'avoir une bonne santé des plumes. Donc voilà, tout ça, c'est important, et c'est pour ça que les bains de soleil chez les oiseaux sont particulièrement importants, même lorsqu'il fait très chaud. Et que pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour eux, par contre, c'est important. Eh ben, un article d'Ornithomédia à un autre. Décidément, ça va devenir un partenaire officiel de cette émission. On va parler d'hirondelles rustiques avec une étude qui a été menée en Chine. C'est une étude qui a été menée de mai à juillet 2017 dans le petit village de Chaoyang. On est dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Oula, oui. Et c'est une étude assez particulière qui avait pour objectif de savoir si les hirondelles étaient capables de reconnaître les personnes qu'elles ont l'habitude de côtoyer. Oh. Donc au total, 120 nids ont été étudiés, 223 mesures de distance d'envol ont été réalisées, et les auteurs ont constaté effectivement que les hirondelles s'envolaient moins rapidement quand la personne était connue par ces hirondelles
plutôt que lorsque la personne leur était inconnue. Voilà. Il y a tout un résumé sur Ornithomédia et il y a même l'article qui est disponible en open access, et ça c'est incroyable, de Yiming Liu, Yuran Liu, peut-être qu'ils sont frères, peut-être qu'elles sont sœurs, et de Wei Liang. Donc ce sont ces 3 personnes à qui on doit cette étude. Et c'est super intéressant aussi. En tout cas, ça semble logique jusque-là. J'imagine qu'un oiseau qui vous connaît bien aura plus confiance qu'un oiseau qui ne vous connaît pas. Absolument, mais c'est assez rare de faire ce genre de recherche sur des oiseaux comme les hirondelles. On a déjà ce genre d'observations qui ont été réalisées chez les corvidés. On revient toujours aux corvidés finalement. Oui. N'est-ce pas le meilleur groupe d'oiseaux? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es un peu biaisé à ce niveau-là, non? Je me trompe? Pas du tout. Oh, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais voilà, tout ça pour dire que observation chez les hirondelles pour la première fois, et peut-être chez d'autres espèces d'oiseaux que nous n'avons pas étudiées, et qui effectivement ont aussi la possibilité de reconnaître facialement les personnes qu'elles côtoient. D'accord. Moi, de mon côté, j'ai juste un petit article qui a été publié sur un des blogs d'Audubon, qui expliquait que l'ornithologie, ou du moins le fait d'être ornithologue amateur, avait un petit peu changé dernièrement dans ses pratiques, parce que on a toute une introduction de la technologie maintenant dans la manière dont on fait de l'ornithologie en amateur, c'est-à-dire que avant on avait effectivement les appareils photo, les jumelles, ce genre de choses, mais maintenant on a des trucs comme des mangeoires connectés, par exemple, avec lesquels on va pouvoir avoir des micro-caméras qui sont insérées dedans, qui nous permettent de voir un peu quelles espèces d'oiseaux viennent directement à partir d'une télé chez soi, on voit ça en gros plan. On a des caméras pareil qui sont installées dans la nature un peu partout, qui nous permettent de voir plein d'espèces différentes en live directement, dans des nids, enfin bref, on a plein de choses comme ça qui ont été développées assez récemment et qui maintenant rentrent de plus en plus dans nos pratiques de suivi des espèces par la science, mais aussi de simplement de consommation en tant que nous, particuliers, intéressés par les oiseaux. On utilise toutes ces choses-là au jour le jour, et c'est intéressant de voir ce renouveau dans l'ornithologie amateur grâce à cette technologie. Donc c'était un petit article qui est sympa, c'est pas grand-chose au niveau des news, mais je trouvais que il y avait cette évolution qui est à noter et qui me semble intéressante pour la suite. L'ornithologie devient de toute façon de plus en plus accessible au plus grand nombre, avec toutes les applications et autres qui existent maintenant. Il y avait Kite qui avait lancé sa jumelle connectée, qui avait pour objectif de reconnaître les oiseaux que tu voyais. Je serais très curieux de savoir si ça marche vraiment. Ça c'est à voir, ça oui. mais voilà, c'est pour montrer qu'effectivement les nouvelles technologies sont rentrées en ligne de compte. Et c'est pas plus mal, puisque ça permet d'attirer un nouveau public, même si le marché économique de l'ornithologie reste quand même assez inaccessible pour une bonne partie des bourses. Faut pas l'oublier. L'ornithologie reste quand même une passion assez onéreuse. Exactement, quand lorsque on commence, on doit compter le matériel. C'est pas matériel, tout le monde, malheureusement, qui peut se permettre ce genre de choses. Et puis il y a les voyages aussi. Il y a des gens qui voyagent beaucoup pour aller voir certaines espèces d'oiseaux, et ça, c'est pareil, ça coûte un bras souvent. On va pas se le cacher. C'est pas facile. Et justement, parlant de voyage, je vais terminer la rétro par parler de kiwi. Ouh. Et notamment du kiwi d'Owen. Le kiwi d'Owen, on en avait parlé dans notre spécial kiwi, Sophie, c'était au feu il y a 70 épisodes. Oh mon Dieu, ça fait loin. Et le kiwi d'Owen, c'est un oiseau qui n'est pas spécialement très menacé, il est en quasi menacé, mais il était présent uniquement sur des petites îles aux alentours de la Nouvelle-Zélande. Et bien voilà que depuis quelques semaines, la presse néo-zélandaise et les conservateurs de l'oiseau se sont excités, puisque pour la première fois depuis 1978, un kiwi d'Owen a été observé sur les îles principales, plutôt l'île principale. Donc, vous savez, la Nouvelle-Zélande est séparée par 2 îles, une île au nord et une île au sud. C'est la première fois depuis plus de un peu moins de 50 ans
que le kiwidowen a été observé sur l'île principale. Donc voilà, c'est une grande nouvelle. Certains parlent même de game changer alors qu'on n'a vu qu'un seul oiseau. Mais voilà, tout le monde était très très content. Petit article de RNZ, qui est un journal néo-zélandais qui nous relate tout ça en date du 16 juillet dernier. Et il y a même une petite vidéo qui montre justement la redécouverte de cet animal. Donc voilà, c'est toujours un petit plaisir de rediscuter du kiwidowen. Bah c'est top ça fait plaisir ce genre de news, on aime. Oui, ça fait plaisir. C'est la fin de la rétro piou-piou, on va entamer notre première partie juste après cette petite interruption. Sophie, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence comme parler tu sens, de mon sujet? Veux-tu Je vais commencer par parler des collisions avec des gros oiseaux de métal? Je vais effectivement parler de collisions avec de gros oiseaux de métaux. Est-ce que tu sais quand a eu lieu le tout premier accident entre un oiseau et un avion, Sophie? Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. J'ai absolument aucune idée. On est le 3 avril 1912. Donc ça fait très longtemps. Ça fait un peu tôt. Galbraith Perry Rogers, un pionnier de l'aviation américaine qui a perdu la vie à cause justement d'un contact avec un oiseau. Certaines sources parlent d'un contact avec un goéland, mais j'ai pas pu confirmer cette information. Mais en tout cas, il serait la première victime d'une collision avec un oiseau lors d'une démonstration à Long Beach, en Californie. Voilà. Donc une de ces personnes qui malheureusement a trouvé la mort. Il y en a plein d'autres qui ont trouvé la mort. 17 personnes sont décédées dans le Maryland en 1962 après une collision avec un groupe de cygnes siffleurs. Et puis plus récemment, 179 personnes ont été tuées à Baïkal en Corée du Sud. C'était à la fin de l'année où justement on incrimine l'accident à une possible collision avec des oiseaux, bien que l'enquête ne soit pas fixée là-dessus et que la compagnie en elle-même ne soit pas vraiment connue pour avoir des avions de qualité. Donc il se peut que ce soit totalement autre chose qui ait provoqué cet accident. Tout ça pour dire que les accidents, ils sont nombreux, 19 000 incidents qui ont été répertoriés en 2023 aux États-Unis pour 800 aéroports et un total de 461 millions de dollars. À titre de comparaison, entre 1990 et 1998, on était sur 22 000 accidents. Donc ça montre évidemment l'évolution du trafic aérien qui a eu lieu. Et donc évidemment de plus en plus d'avions, petits porteurs ou gros porteurs, qui se déplacent dans le ciel. Et puis il y a une histoire qui a donné lieu à un film, peut-être que tu l'as vu Sophie, le fameux film Sully, qui est joué par Tom Hanks, avec le capitaine Chesley Sullenberger qui a atterri sur la rivière Hudson. Il a tenté un amérissage qui a réussi après avoir percuté un groupe de bernage du Canada. Donc voilà, tout ça pour dire que l'accidentologie dans le monde de l'aviation, c'est quelque chose de très, on va dire, connu. C'est d'ailleurs l'un des principaux dangers qu'on peut rencontrer lorsque l'on prend l'avion, notamment à l'atterrissage et notamment au décollage. C'est très rare d'avoir des collisions en très très haute altitude. Alors pour vous donner une petite idée, parce que là on a parlé de chiffres américains, on est en moyenne en France à 1400 collisions, qui sont notifiées par l'autorité de l'aviation civile, dont 6% sont jugées sérieuses. Par jugées sérieuses, ça veut dire tout simplement que il y a une déroute des vols ou tout simplement l'avion qui doit se poser en urgence. Ça fait beaucoup. Mine de rien. Sophie, je vais te poser une question. À ton avis, en France, quels sont les oiseaux qui sont les plus susceptibles d'occasionner des dégâts aux avions? Alors j'imagine... Question à $1 million. $1 million. Est-ce qu'on a le jingle derrière de qui veut gagner des piou-piou. Numéro de téléphone. Alors
Je pense qu'il y a deux réponses possibles. Il y a soit c'est des oiseaux qui sont très hauts en altitude, là où les avions ont leur altitude de croisière, donc on va parler plus de groupe d'oies ou ce genre de choses. Ou alors ça peut être des oiseaux qui vont se prendre dans les moteurs au décollage, alors là on est plus sur du pigeon ou ce genre de truc, j'imagine. Alors, le pigeon, 9,71% de collisions recensées. Ouais. On est sur un rapport d'étude de 2023, donc un rapport d'étude qui est tout récent. Et tu as parlé de quelques grands voiliers. D'oies, oui. D'oies ou de canards, ce genre de choses, j'imagine. Alors, au niveau des canards, j'ai pas spécialement d'informations, mais on est à 1,2% d'ardélidés. Voilà. Ah, seulement, d'accord. Ce qui est finalement assez peu. On a 7,13% de mammifères. Ah, quand même pas... Des mammifères. Je ne sais... Ah oui, du coup, peut-être des chauves-souris, mais oui. je ne sais pas trop. Ouais. Non, la plus grosse part vient du des rapaces diurnes, avec 34,62% des collisions. Ah ouais, quand même. Ouais, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rapport que vous aurez dans la description parle notamment de 3 zones particulièrement dangereuses à surveiller, à savoir Pyrénées, Alpes et Massif central. Ah, voilà. Les vautours. Là où on trouve effectivement une proportion de rapaces diurnes particulièrement importante. Il faut savoir que cette variation entre guillemets des différentes espèces d'oiseaux, elle change en fonction des différents endroits où l'on peut se trouver. Généralement, ce sont effectivement des petits passereaux qui sont pris dans les moteurs ou des laridés, donc tout ce qui va être notamment goélands et mouettes. Ce sont souvent les accidents qui sont le plus reportés. Mmh. Et il y a une étude qui a été menée en 2024 par des chercheurs. Et leur objectif était assez intéressant puisque ils voulaient savoir si les collisions étaient plus importantes lors de certaines périodes de l'année, et ils voulaient savoir si elles étaient plus importantes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Ah. Et les résultats qu'elle a démontré ces études, sont des résultats assez intéressants puisque lorsque l'on est dans l'hémisphère nord, on a une propension de collision plus importante aux alentours de septembre-août, voilà, avec une période aussi qui s'étend jusqu'à octobre, jusqu'à décembre, mais ça va en diminuant. Ouais. Et finalement, très très peu de collisions entre janvier et juillet. Et dans l'hémisphère sud, on est sur des collisions beaucoup plus diffuses, avec une grosse période marquante entre avril et mai. Désolé, je lis l'article qui est en anglais, ou plutôt je lis la figure qui est en anglais, que vous pourrez aussi retrouver dans la description. Et on a aussi une grande amplitude aux alentours de février-mars et de juillet et août. Tout ça dans l'hémisphère sud. Alors les chercheurs se sont posé quelques questions, savoir mais pourquoi justement on a ce genre de caractéristiques. Alors déjà ils ont catégoriser le fait que les collisions avaient justement lieu généralement aux périodes automnales, ce qui est assez intéressant. Néanmoins, ils ne sont pas spécialement sûrs de pourquoi justement on a une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de ces collisions. Alors ils ont émis plusieurs hypothèses. La première, ce serait que ce sont des jeunes oiseaux qui seraient pris plus facilement dans ces collisions, puisque ce sont des oiseaux qui ont beaucoup moins de facilité à voler d'une part, et de deux, à reconnaître le danger d'une autre part. Et ils voulaient savoir si effectivement, il n'y avait pas peut-être une étude à faire justement pour savoir quelle était la part d'âge ou d'expérience des oiseaux qui sont impactés dans des collisions. Et puis il y a d'autres choses qui sont intéressantes à remarquer dans cette étude, 2 choses même. L'une parle du réchauffement climatique qui fait que les oiseaux migrent de plus en plus, et donc, de plus en plus vers le nord pour certains, et donc que ces oiseaux sont plus à même de croiser des terrains qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer sur leur trajectoire, dont des aéroports. Et la troisième et dernière chose qui est quelque part excluante des oiseaux, c'est que la part de trafic aérien augmente lors des périodes évidemment de vacances. Et donc, comme on a beaucoup plus d'avions qui volent, on a
proportionnellement beaucoup plus de collisions qui peuvent avoir lieu. Donc c'est une étude assez intéressante que je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir plus, sachant que maintenant on a des outils très perfectionnés qui nous permettent de repérer les hordes d'oiseaux. On peut utiliser les radars météo, on peut utiliser les radars Doppler également pour détecter les grands groupes d'oiseaux dans les zones critiques, et puis on peut aussi utiliser tout un tas de méthodes pour effaroucher les oiseaux, le bruit bien sûr, mais aussi nos fameux faucons, voilà, qui peuvent être problématiques parfois lorsqu'ils rencontrent des avions, mais qui sauvent la vie de beaucoup de personnes lorsque, eh bien, ils sont utilisés sur des aéroports. Et des fois, mais en de très rares cas, et je lisais une interview d'un effaroucheur qui était présent, je crois, à l'aéroport de Nîmes depuis 8 ans, il me semble. En de rares cas, on peut faire du tir, voilà, pour éliminer une certaine partie de la population. Mais la personne disait que c'était extrêmement rare et que lui n'avait pas connu ce genre de choses lorsque justement il travaillait à l'aéroport. Donc voilà un petit peu pour cette petite, on va dire, grand ensemble de réflexions autour de l'accidentologie entre les oiseaux et les avions. Eh ben... Dis-moi, je pensais pas les rapaces diurnes. Mais dans ces rapaces diurnes, est-ce que tu as peut-être une idée de quelles espèces plus particulièrement sont les plus touchées par ce genre de problème ? Eh bien, selon la note d'information technique de l'aviation civile, on a effectivement quelques espèces qui sont répertoriées, mais ce sont des fiches d'identification des rapaces, donc je suppose que en fait ils ont pris les plus grands rapaces, mais il n'y a pas vraiment de statistiques qui dit par exemple que le vautour est responsable de 5% des collisions ou ce genre de choses-là. Mais tout ça pour dire que dans leur fiche d'identification, on retrouve le vautour fauve, le vautour moine, dont on n'a jamais trop parlé, mais c'est un oiseau très intéressant, qui, je trouve, ressemble un petit peu au gypaète barbu. On a le gypaète barbu, de loin, effectivement. Je sais pas, il y a un air avec le bec, la tête. Oui, ça reste un oiseau. Il y avait un petit air. Le vautour percnoptère, qui est présent aussi. L'aigle royal, l'aigle de Bonelli, qui fait figure de dernières espèces qui sont présentes dans ces fiches techniques. Donc finalement des grands oiseaux qui sont présents sur le territoire et qui peuvent notamment se reproduire sur le territoire. Voilà, assez peu finalement d'espèces, on va dire, que l'on peut croiser nous en campagne par exemple, comme le milan ou encore la buse variable. Plutôt des espèces que l'on peut trouver dans des zones un peu dans des zones un peu caractéristiques montagneuses, même si pour certains oiseaux on a quand même une nidification qui se fait en dessous de peut-être 500 mètres d'altitude pour l'aigle de Bonelli, peut-être 600 mètres, je sais plus quel est le... Je pense que maintenant avec le réchauffement climatique ça va certainement avoir remonté un peu, mais faudrait voir. Mais c'est surtout des oiseaux qui vont planer en haute altitude, surtout. D'après ce que je comprends, c'est surtout ça. Surtout avec du vautour. Là, il y a 4 espèces de vautours qu'on a sur les territoires français. Ces 4-là, et puis l'aigle royal, évidemment, tout ça, c'est du haut planeur, ça se balade en altitude. C'est pas étonnant. Voilà ce que je pouvais dire. C'est super intéressant. De mon côté, sur les avions. Et vous retrouverez évidemment tout ça dans la description. Voilà. Merci. D'ici quelques instants, on parle d'agressivité, mais avant ça, une petite coupure. Sophie, tu n'es pas contente, je le sais. Non mais de dire ça comme ça, direct, c'est sûr. C'est vrai. Je suis pas méchante à ce point-là quand même. Non, mais évidemment. Les oiseaux, eux aussi, ne sont pas contents. On avait déjà parlé d'agressivité dans le courrier de la Sterne, de paruline. C'était aux Galapagos. Mais alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Sophie ? Alors, on va aussi parler de paruline, mais alors pas aux Galapagos. Pas du tout. Il semblerait que ces oiseaux sont particulièrement agressifs partout dans le monde. Non, on a une étude qui est sortie. Alors,
C'est pas extrêmement récent, mais enfin ça date de cette année, ça date d'avril de cette année. Et ça a été publié notamment dans Nature, Ecology and Evolution, donc c'est pas la petite publication, hein, c'est une grosse publication, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, les chercheurs sont toujours posé une question qui est un petit peu provocatrice, c'est sûr, déjà de base. Est-ce que les comportements sont quelque chose qui est associé à nos neurones et notamment à nos connexions neuronales? Est-ce que la manière dont on se développe, la manière dont ces neurones et ces connexions se font est liée peut-être à quelque chose comme de l'agressivité, ou est-ce que ce serait peut-être lié à de la génétique, des gènes, ce genre de choses? Donc finalement c'est des questions qui sont très actuelles et que on voit cette fois-ci appliquées aux oiseaux. Et alors c'est pour ça d'ailleurs que ça a fait un Nature, parce que tout de suite c'est des questions très oui, comme on disait, très actuelles, hein, sont très importantes pour notre compréhension de tout ça et de la neurologie notamment. Et donc là, ils se sont posé la question au niveau des oiseaux, et tu n'es pas sans savoir que certaines espèces sont généralement considérées comme un peu plus agressives que d'autres, et notamment des espèces qui doivent défendre leur nid, mais alors pas n'importe quel nid, un nid qui est au fond d'une cavité. Alors comment ça se passe? Eh oui, ça fait longtemps qu'on sait que les espèces qui nichent au fond d'une cavité, donc faut imaginer, parfois il y a une cavité au fond d'un petit couloir ou ce genre de choses, ou dans un arbre creux, ou alors on va plonger peut-être un peu au fond et on va avoir cette cavité à l'intérieur de l'arbre, enfin bref. Ce genre d'oiseaux qui nichent dans des cavités avec une seule entrée au nid, ont généralement des comportements un poil plus agressifs que les autres, parce que ils ont pas vraiment le choix, il faut qu'ils défendent bec et ongle cette cavité, parce que ils peuvent pas vraiment s'échapper, d'une, il y a qu'une seule entrée et sortie, hein, et puis de deux, c'est quand même leur progéniture là-dedans, donc voilà. Alors que les espèces qui nichent dans un nid en coupe, par exemple, ont beaucoup plus de possibilités de s'échapper, parce que littéralement il y a le ciel ouvert au-dessus d'eux. C'est plus simple de s'en aller s'il y a un problème. C'est pas le cas lorsque vous êtes au fond d'un trou. Et puis peut-être aussi plus simple à refaire le nid, justement. C'est possible aussi. Mais ça, ce n'est pas dit dans la publication, mais c'est effectivement une bonne hypothèse. Alors, déjà, ce qu'ils voulaient tester dans cette publication, et ce qui est normal selon moi, c'est de savoir est-ce que cette hypothèse que les oiseaux, les espèces qui nichent au fond des cavités sont plus agressives que les espèces qui nichent pas au fond des cavités est vérifiée ou pas. Donc pour ça, ils ont commencé donc par prendre plusieurs espèces de plusieurs familles différentes. Donc ils sont allés chercher du troglodyte, ils sont allés chercher de la grive, ils sont allés chercher des parulines, ils sont allés chercher des hirondelles notamment, enfin bref, plein de groupes comme ça différents, et dans chacun de ces groupes, ils ont pris deux espèces assez proches, mais qui avaient une nidification très différente, avec une espèce qui va nicher au fond d'un trou, en gros, et une espèce qui va nicher avec un nid ouvert, donc un nid en coupe par exemple, ce genre de choses, ou un nid qui de toute façon a quand même beaucoup de sorties possibles, et qui est considéré comme ouvert, comparé au nid qui va être, lui, au fond d'un trou. Donc ils ont pris toutes ces espèces-là, et ils ont comparé, d'un côté, les mâles et les femelles, et leur taux d'agressivité avec les nids fermés, et de l'autre côté, les mâles et les femelles, leur taux d'agressivité chez les oiseaux qui nichent dans des nids ouverts. Et évidemment, sans surprise, les oiseaux qui nichent au fond des nids avec juste une seule entrée possible sont beaucoup plus agressifs que leurs congénères qui, eux, n'ont pas ce genre de nid. Alors, ça a été testé face à des cris, par exemple, d'autres oiseaux ou de prédateurs, ou alors ça a été testé avec des mannequins de ces mêmes animaux qu'on a mis cette fois-ci face au nid, et on a pu voir les réactions des oiseaux en question. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que cette fois-ci, c'était pas forcément le mâle qui était plus agressif, c'était surtout la femelle qui était beaucoup plus agressive, parce qu'évidemment, elle défend son nid, donc c'est logique de ce point de vue-là. Donc ça a été la première partie de l'étude, et jusque-là, on est bon, on vérifie une hypothèse, avant de s'engager plus loin sur le chemin. Et la deuxième partie de l'étude, et c'est là que ça devient très intéressant, ils se sont intéressés cette fois-ci aux gènes de ces différentes espèces. Alors, je vous ai parlé de troglodytes, je vous ai parlé de parulines, je vous ai parlé d'hirondelles, enfin bref, c'est des groupes qui sont quand même assez diversifiés, qui sont pas tout proches non plus.
Et ils sont intéressés donc aux différents gènes de toutes ces espèces et ils ont essayé de voir s'il y avait des ressemblances entre les espèces qui étaient très agressives, donc dans ces différents groupes, ou est-ce que au niveau des gènes on pouvait voir des ressemblances, ou au contraire est-ce qu'il y en avait pas vraiment et que finalement ça n'avait pas vraiment de points communs. Et ben il se trouve que il y a des points communs. Donc ils ont étudié à peu près 10 000 gènes, je crois, chez toutes ces espèces-là, ce qui est quand même pas si mal. Okay. Hein. On est quand même sur une bonne étude génétique, et pas mal du tout. Et dans ces 10 000 gènes qu'ils ont étudiés chez tous ces groupes, ils se sont rendus compte que les espèces donc plus agressives, qui nichaient avec un nid au fond d'un trou, avaient tendance à avoir les mêmes modifications sur à peu près une dizaine de gènes, qui ont attrait au comportement cette fois-là. Et ce qui est très amusant, parce que on est quand même sur des groupes qui sont très différents, et on aurait pu se dire, même s'il y a de l'agressivité chez ces groupes-là, c'est possiblement pas dû à la même chose en fait. Ça peut tout à fait être quelque chose qui a évolué différemment. C'est logique, parce qu'on part pas d'une même base, si tu veux. Eh ben non. Il se trouve que si tu veux de l'agressivité chez un oiseau, eh ben ça va plus ou moins passer par les mêmes choses, par les mêmes gènes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si tu veux ce comportement agressif, t'as plus ou moins la même base. Alors après il y a des différences, c'est pas exactement pareil non plus, non, c'est normal, on est chez les espèces différentes. Il y en a certains qui sont un peu moins agressifs, le good cop et le bad cop. Exactement. Et puis on n'est pas exactement sur les mêmes mutations non plus, on est plus ou moins dans les mêmes idées, les mêmes gènes, mais pas toujours exactement les mêmes non plus, il y a quelques petites variations, hein, ce qui est logique, on n'est pas sur les mêmes espèces. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en plus c'est pas n'importe quel gène du comportement qui ont été modifiés pour l'agressivité, c'est des gènes qu'on connaît bien, notamment quand on parle de maladies dégénératives chez les humains, c'est les gènes qui vont être responsables de problèmes type Alzheimer après, et c'est ce genre de choses qui vont être modifiés pour l'agressivité chez l'oiseau. Intéressant. C'est super intéressant, et en fait, ils s'y attendaient, mais alors vraiment pas. Ils ont commencé à étudier ce genre de choses. Ce qu'on pensait trouver, comme s'il y avait, parce qu'on n'était même pas sûr qu'il y ait une base génétique à cette agressivité, on se disait, c'est peut-être juste un comportement appris, ça peut être tout à fait quelque chose qu'on a appris des parents. C'est possible aussi. Mais en fait, pas du tout. Il y a quand même des gènes qui sont là, qui sont mis en place pour concrétiser cette agressivité vers les possibles agresseurs du nid. Et on pensait que les suspects potentiels chez les gènes pour mettre plus d'agression, on aurait pu penser que c'était des gènes qui avaient lié à, par exemple, la testostérone, mettons, parce que c'est généralement ce qu'on considère être plus important. Quand on a plus de testostérone, on se dit, tu vas être un peu plus agressif, peut-être, hein, c'est possible, c'est généralement quelque chose qui est lié à ça. Ou peut-être plus ou moins tout ce qui est autour de ce genre d'hormones, généralement on se dit ça va être lié à l'agressivité. Et cette fois-ci pas du tout, c'est pas du tout ces gènes-là qui sont mis en cause, c'est des gènes qui sont généralement connectés chez les humains à des problèmes de neurodégénérescence type Alzheimer. Et c'est en ça que c'était vraiment incongru ce qu'ils ont trouvé, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. C'est pas du tout les gènes qu'on a l'habitude de mettre en parallèle avec l'agressivité. Donc c'est en ça que l'étude est très intéressante, c'est pour ça qu'elle a été publiée dans une revue type Nature, c'est parce que c'est quelque chose d'entièrement nouveau, et c'est quelque chose qu'on peut lier à l'humain avec ces histoires de dégénérescence neurologique. Parce que peut-être que ça va apporter des idées sur comment gérer ce genre de choses et comment est-ce que tout ça fonctionne. Parce que, mine de rien, le cerveau, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a pas mal ça fait quelques dizaines d'années maintenant qu'on arrive à un petit peu à voir ce qui s'y passe, même si on n'est pas encore tout à fait au point sur comment ça fonctionne tout ça. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent très nébuleuses, qu'on ne connaît pas du tout, et sur lesquelles on a vraiment besoin d'études supplémentaires pour comprendre comment ça fonctionne. Et finalement, faire la comparaison avec des espèces comme les oiseaux, c'est pas très proche de nous, c'est pas du mammifère, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez intéressant, parce que dans le cerveau, on a tous des neurones, et on a tous des moyens des régions différentes, avec des gènes différents, qui peuvent parfois se ressembler fortement, et avoir des liens, j'ai envie de dire par-delà la séparation entre espèces, comme on peut le voir dans cette étude-là. Donc c'est en ça que c'est très intéressant.
d'une part, c'est une conclusion qui... Alors, personnellement, c'est une conclusion qui ne me surprend pas, puisque lorsque tu as une maladie dégénérative, en tout cas, lorsque tu as Parkinson ou Alzheimer, tu as tendance à devenir plus agressif. Alors, je ne sais pas si c'est un critère primordial qui est associé à ce genre de maladie, mais à chaque fois que moi je parlais justement de ce genre de maladie dans mon entourage, eh bien, il y a toujours ce critère de l'agressivité qui revient. D'accord. Donc, bah tu vois, ça je savais pas, parce que dans ma famille il y en a eu quelques-uns, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait eu plus d'agressivité ou pas. Ils étaient pas spécialement ça plus doit peut-être agressifs que dépendre précédemment. ça doit peut-être dépendre des gens. Peut-être. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que je savais pas ça. Ouais. Mais bon, après, moi, je suis pas médecin, ça se trouve, c'est un critère secondaire, voilà, comme il peut y en avoir parfois. Mais moi, j'ai toujours eu cette comment dire, cette image de la personne qui devenait de plus en plus agressive lorsqu'elle développait ce genre de maladie. Et peut-être vous, d'ailleurs, dans les commentaires, avez-vous eu connaissance aussi de personnes ayant le même problème, ou au contraire, comme Sophie, ayant des personnes qui ne développaient pas forcément ce genre de motif, ce genre de pattern. On n'espère pas. C'est pas très sympa déjà, Alzheimer et Parkinson, ce sont pas des maladies très très sympathiques, donc on espère. Malheureusement. Mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais parler de cette étude, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est aussi intéressant parce qu'on commence à voir le lien entre l'écologie et la neurobiologie. Et ce sont des études qui finalement sont de plus en plus interconnectées entre les différentes, j'ai envie de dire différentes disciplines scientifiques. C'est pas vraiment des disciplines scientifiques. Enfin, si, ça peut être des disciplines scientifiques différentes, mais elles sont pas si éloignées que ça. Mais bref. C'est quand même des disciplines qui sont pas toujours mises ensemble parce on n'arrive pas toujours à faire le lien, et ça c'est pas un neurologue qui va étudier la maison charbonnière, tu vois. Voilà. Mais c'est pour ça que on reste sur de la bio, mine de rien, mais on met pas toujours, comme on est assez spécialisé chacun dans notre domaine, finalement on n'a pas tendance à croiser les informations et à faire des publications comme ça qui sont capables de voir un lien entre les deux. Donc c'est en ça que c'est intéressant aussi, parce que vraiment on arrive à comprendre au niveau fonctionnel, vraiment comment ça marche tout ça, quels sont les liens entre l'écologie et la neurobiologie. Et ça quand même c'est quelque chose d'assez incroyable, surtout quand on part sur une base génétique comme ça de comportement. Donc voilà. Alors à prendre avec des pincettes, cela dit, à ne pas appliquer à l'humain comme ça directement sans réflexion préalable. Merci. Non mais je précise parce que quand même ça serait gentil de pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Là on parle bien d'oiseaux, on ne parle pas d'humains. Voilà, et on parle juste de comparaison avec les maladies neurodégénérescentes chez l'humain, mais rien de plus. Voilà, qu'on mette les choses bien au clair tout de même. Absolument. Et très bien joué de la part de l'équipe d'avoir pris autre chose que des passereaux, parce que lorsque on déroule l'étude, effectivement, tu parlais de passereaux, et puis d'un coup les hirondelles débarquent. Oui. Et les hirondelles ne font pas partie de la famille des passereaux, donc exactement. Donc il y a pas ce biais-là que tu peux retirer de l'étude. Exactement. En disant attention, ça c'est du passereau, donc voilà, c'est peut-être une exclusivité au passereau. Non, c'est beaucoup plus étendu que ça. Oui, donc, voilà. Eh bien, merci Sophie pour nous avoir parlé de neurologie et d'oiseaux. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à le commenter, notamment sur YouTube. N'hésitez également pas, à écouter les précédents épisodes. On a notamment fait une mention rapide sur notre spécial kiwi. Faudrait refaire des spéciales, tiens, sur certains oiseaux. Il faudrait. Je me dis là, est-ce qu'on pourrait pas faire une spéciale sur certains oiseaux. Bref, on verra ça plus tard. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.